Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est donc Nicolas Lavallée au micro. Je fais un petit test de son pour savoir si vous m'entendez bien. Je vais vérifier qu'au niveau du mixeur, tout est ok. Normalement, vous devriez m'entendre. Alors, si vous pouvez juste me confirmer sur le chat que tout est ok. Je vais en profiter pour vous rappeler le message évidemment d'avertissement de rigueur. Donc, si vous pouviez me confirmer sur le chat que tout est ok. Oui, donc en fait, le trading sur CFD et Forex est évidemment une activité à risque. Et donc, notre job chez DailyFX, c'est vraiment d'essayer de vous informer, non seulement sur ces risques, mais bien entendu aussi sur notre vision en fait analytique des marchés financiers, que ce soit sur le fondamental, donc notamment avec Vincent, Yoav et Sylvain, et évidemment en tant qu'analyse technique avec donc eh bien, toute l'équipe d'EliFX. Donc est-ce que vous entendez bien le son? Je vais m'en assurer. Et donc nous allons démarrer ce point de marché. Donc nous sommes le 4 novembre 2015. Ça veut dire que nous avons clôturé une bougie mensuelle, donc la bougie en fait d'octobre. Donc c'est toujours intéressant euh, de regarder qu'est-ce qu'il en est relativement donc aux chandeliers japonais, puisque les chandeliers japonais en clôture évidemment peuvent nous informer d'une certaine psychologie de marché. Alors, oui, ok, voilà. Donc, en fait, ok, vous êtes prêts. Salut à tous. Donc, bonjour visiteurs, Roland. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles 17. Merci à vous de vous joindre donc sur ce webinaire. Je n'avais pas, en fait, il y avait une petite option sur l'outil qui permettait d'afficher les commentaires, mais vous voyez, tous vos commentaires s'affichent ici sur la droite. Salut Serge. Donc, bon, j'essaye de relayer la plupart de vos commentaires et questions intéressantes, mais vous avez vu, ça défile parfois assez vite. Donc, j'ai pas toujours l'option. Voilà. Alors, excusez pour ma voix. En fait, j'ai démarré avec 2-3 minutes de retard. C'est juste que je suis un petit peu malade aujourd'hui, mais rien de méchant. Alors, on va regarder nos vues long terme, si vous voulez bien, ensemble, sachant que il y a n'oubliez pas, hein, il y a des statistiques importantes hein, cette semaine, notamment avec le NFP. Bonjour Pip Hunter. Donc avec le NFP qui est attendu, hein, c'est une statistique, donc le Non-Farm Payroll, c'est la statistique américaine sur le chômage qui est très attendue, parce que vous savez que la Fed euh, hésite pour le moment à se lancer donc, sur une relevée de ses taux, et dépend en fait cette décision dépend de cette décision des statistiques économiques. Donc si les stats sont bonnes, d'une manière générale, eh bien plus elle sera tentée de relever ses taux. C'est pour ça que le dollar est toujours sous un regard très fort, d'autant plus que c'est quand même la monnaie la plus forte au monde. Mais il n'empêche que si la Banque fédérale décide d'intervenir, euh, bon, vous imaginez bien l'impact qu'il pourrait y avoir sur la totalité donc, des devises qui lui sont liées. Donc c'est pour ça que toutes ces statistiques sont regardées assez étroitement et peuvent faire bouger beaucoup le marché parce que le rôle du marché financier, c'est en général, hein, c'est pas d'attendre qu'une donnée fondamentale soit publiée, mais on va dire son job, c'est plutôt d'essayer de l'anticiper, donc de faire varier les prix en anticipation de ce qu'elle croit comprendre euh, de l'évolution en fait, du fondamental. C'est la raison pour laquelle vous avez parfois, contre toute attente, des retournements de marché qui vont dans le sens contraire de la statistique, simplement parce que le marché l'avait déjà pricé
et que donc anticiper finalement, et que même s'il peut y avoir un mouvement ascensionnel, un mouvement qui va dans le sens de la statistique, il peut parfois être de courte durée, simplement parce que le marché l'avait déjà anticipé, que du coup, ben, il n'y a plus personne pour acheter par rapport à c'est finalement une non-nouvelle. Et donc parfois il y en a qui se font avoir, qui achètent à ce moment-là, et alors qu'en fait on venait plus ou moins d'atteindre un point haut. Bon, je pense pas que ce soit le cas évidemment pour la Fed, simplement parce que si elle décide de relever les taux, euh, il y a des mouvements financiers importants qui peuvent bouger, puisque ça veut dire que le dollar serait mieux rémunéré si les taux d'intérêt augmentent, et que donc on a à ce moment-là des mouvements de fond, on va dire de moyen terme qui se mettent en place. Donc c'est évidemment pas ce qui arriverait dans le cas d'une nouvelle aussi importante venant d'une banque centrale aussi importante telle que la Fed américaine. Voilà. Alors, encore une fois, désolé pour ma voix. Alors, on va commencer par l'USD Yen. Donc l'USD Yen, si on regarde en fait la bougie mensuelle, c'est intéressant parce que on peut voir ce canal de moyen terme que vous connaissez maintenant. Vous savez qu'il y a une forme de divergence qui est apparue sur les cours. Vous voyez ici, bon là c'était la ligne de tendance était la ligne de tendance hebdo. Si je l'ajuste pour la ligne de tendance donc mensuelle, on voit bien que question de visiteur, y a-t-il un moyen de connaître si les prix sont déjà pricés à l'annonce d'une news importante? Euh, c'est pas évident comme question. Je dirais que si vous avez déjà eu en fait une belle tendance haussière, et que sur vos graphes, vous arrivez sur des hauts de canaux chartistes, par exemple, où en fait vous voyez que les quelques jours qui ont précédé finalement l'annonce, il y a eu une envolée des prix, et que sur vos graphes, vous arrivez sur des résistances vraiment importantes. Il y a tout lieu de juger que quelque chose s'est déjà passé par anticipation. C'est jamais évident. Moi, la façon dont j'utilise les nouvelles économiques, vous le savez, c'est que en fait, je ne vais pas tenir compte si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises au regard de mes graphes. À l'exception, effectivement, de nouvelles aussi importantes telles que le changement des taux d'intérêt pour des banques centrales. Euh, mais quand vous avez des statistiques purement, j'ai envie de dire, locales, euh, à ce moment-là, euh, moi je vais vraiment juste regarder mes graphes et m'attacher en fait à mes zones stratégiques. C'est-à-dire que j'ai un plan. Mon plan, ça va être de me dire quelle était la tendance de fond. Là, moi je travaille avec trois unités. Bonjour Totaf. Moi j'ai trois unités de travail. Trois unités, pardon. J'ai le moyen terme. Donc le moyen terme, c'est le mensuel et le weekly. J'ai le daily. Et après, j'ai le H4H1. D'accord. Alors parfois c'est weekly, daily H4 et H1 M15 quand je vais faire de l'intraday. Mais j'ai toujours trois unités de temps. Euh, la tendance, en général, m'est donnée par la tendance de moyen terme. D'accord. Donc l'unité de temps la plus forte. Dans l'unité de temps la plus haute, quelle est la tendance? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est où j'en suis dans mon unité journalière. Donc dans mon unité, on va dire, euh, intermédiaire. Et dans cette unité intermédiaire, je vais définir des zones stratégiques. D'accord. Euh, C'est-à-dire, en supposant que je sois... Voilà, je vais vous donner un exemple. On était ici, d'accord. Donc là, en fait, dans mon unité moyen terme, j'identifie donc un canal. Nous sommes donc en tendance haussière. Ok. Si on était quelque part à ce niveau-là,
je me dirais donc, très bien, je vais avoir envie d'acheter, alors je vais pas avoir envie d'acheter là, je vais avoir envie d'acheter si le marché casse cette résistance, et puis revient chercher par exemple une zone de pullback ici, que je vais mettre avec un rond, voilà, ici. Donc ça, c'est une stratégie de moyen terme. Je vais attendre tranquillement qu'on sorte de ce range, qu'on vienne chercher par exemple cette résistance qui est là, et puis que le marché pullback. D'accord? Voilà, donc ça peut être un plan. À ce moment-là, je vais regarder en unité journalière, je vais descendre donc dans mon unité de temps. Donc si par exemple nous étions là, ici aurait pu être une zone intéressante pour acheter. Un peu plus sur la droite, mais ça aurait été intéressant. Et donc dans l'unité journalière, je vais regarder, je vais essayer de décomposer en fait la structure descendante qui est ici. Donc là, on imagine que j'ouvre une nouvelle page, et que dans cette nouvelle page, l'idée c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On est ici, qu'est-ce qui se passe sur ce mouvement qui est là. D'accord? Sur ce mouvement qui est là, je vais travailler les cours. C'est-à-dire que je vais commencer à leur émettre des faisceaux Fibonacci, donc sur les niveaux haut et bas, comme ceci. Donc j'ai d'abord une vision long terme qui me dit je suis intéressé pour acheter uniquement. Après, je travaille les cours au corps et je me dis bon bah voilà, j'ai fait mon décompte de moyen terme qui est ici, je m'attends à un retracement en 3 temps. Ce retracement en 3 temps, usuellement, se fait sur des vagues A qui sont à peu près équivalentes en amplitude à la vague C. Si j'avais donc eu ce mouvement-là, A égale C, on se serait arrêté sur le niveau des prix des 120. Le problème des 120, vous voyez, donc quand on l'atteint ici, c'est qu'on est très loin du bas du canal. Or, moi j'aime bien en fait croiser des niveaux donc d'objectifs. Donc là, ça serait un objectif pour cette vague ABC, donc entre les 100 et les 1, 2, 3, 6, pour donc essayer d'acheter dans le coin. D'accord? Donc j'aurais mis mon petit rectangle qui est ici, que je mets en vert. Quand on aurait été ici, donc, hein, tac, j'identifie deux sommets, donc je sais que ça c'est une vague A, B, on entame une vague C, donc où est-ce qu'elle peut se terminer? Et on va essayer d'acheter au moment où elle peut se terminer. Une fois qu'on a fait ce travail, j'essaye de regarder finalement ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il a retracé? C'est-à-dire que on parle d'un retracement, mais on parle de quoi comme retracement? Donc je vais essayer de regarder par rapport au début de la vague 2, combien on a retracé. On est censé retracer une partie de la vague 3. Et donc je vais mettre mon niveau de retracement. Parce que c'est comme ça que le marché fonctionne. Il va se dire à un moment donné, les courses sont beaucoup appréciées, et il faut donc retracer une partie de ce mouvement de vague 3. Voilà, je le positionne parfaitement. Et que voit-on? Eh bien, on voit ici qu'en fait, un retracement logique en A égale C, donc le petit carré vert que je mets ici, correspond à rien du tout en fait en termes de retracement. Vous voyez, c'est-à-dire que si le marché il vient jusqu'ici, eh bien, il n'a même pas retracé 38,2. Et donc en fait, j'ai pas de cluster en fait, j'ai pas de cluster de prix. C'est-à-dire que j'ai pas une, je n'ai pas en coïncidence un niveau d'objectif de retracement, pardon, un niveau d'objectif d'expansion pour cette figure donc ABC qui coïncide avec un niveau de retracement logique. Donc ça me va pas en fait ça. Ici, j'ai du mal en fait. Je peux pas rechercher un achat sur cette zone. Alors après, en termes de théorie idiotiste, il y a en fait trois seuils d'objectifs pour une vague A égale C. Le seuil le plus fréquent, c'est celui que je viens de vous donner, c'est-à-dire une vague C qui est à peu près égale à A, c'est-à-dire un niveau d'expansion entre 100% et 1, 2, 3, 6, d'accord, qui est ici.
Après, vous avez aussi parfois 0,618, c'est déjà beaucoup plus rare. Ça, c'est l'essentiel, hein. C'est la grande majorité si vous voulez. Et après, c'est les 1,618. Les 1,618 pour une vague A égale C, ça reste assez fréquent. Et ce niveau 1,618, lui par contre, coïncide avec les 3,8,2. Donc du coup, naturellement, je me serais dit, bon bah c'est pas ici que je cherche à acheter, c'est un niveau de retracement qui va coïncider avec un niveau d'objectif pour ma vague A égale C. Alors, comme, comme tu dis, visiteur, d'ailleurs je vais publier ta remarque, pourtant la vague 4 descend au niveau de la sous-vague 4 précédente. Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que si le rectangle était ici, en fait il y a une chose importante dans Elliott, c'est que, vous voyez ici on avait fait une vague 3, d'accord, donc la vague 4, que j'ai mis en point d'interrogation, ici. Donc Elliott nous dit, quand en fait on vient de terminer une vague 3, et bien souvent la vague 4, elle va aller pénétrer le territoire de la sous-vague 4 précédente. Alors ça peut vous paraître du charabia, mais quand on fait les... Vous ne pouvez pas en fait déduire ici qu'on est sur une vague 3 si on n'a pas fait le sous-décompte intermédiaire. On sait que la vague 3 se fait en 5 temps. D'accord? Comme la vague 1, comme la vague 5. La vague 3 se fait en 5 temps. Et ici on peut les voir nettement. Vous voyez? On a eu ici, on a bien eu ici 1, 2, 3, une vague 4 en triangle, ce qui est très souvent le cas, et une vague 5. D'accord? On ne peut pas faire plus clair. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, nous sommes arrivés, puisqu'on avait fait une grande vague 1, 2 ici, une vague 3 en 5 temps, nous sommes donc arrivés ici, sur le sommet de la vague 3. Et donc, on est en train de dérouler la vague 4, qui doit retracer une partie donc de toute cette vague 3. D'accord? Et souvent, ce qu'on dit, euh, c'est la théorie iliotiste, c'est que la vague 3, la vague 4 va retracer 38,2 de la vague 3. C'est quelque chose de très fréquent. D'accord? Souvent, quand vous avez une vague 1-2, la vague 2 peut retracer très profondément la vague 1, jusque 61,8, parfois même totalement, sans jamais dépasser évidemment l'origine de la vague 1. Donc ça, c'est quelque chose de très fréquent sur les marchés. Et la vague 3, souvent, on ne retrace que 38,2. Pourquoi? Parce que la vague 3, c'est là où tout le marché s'est rendu compte qu'on était en tendance en fait. Donc c'est vrai qu'il arrive à un moment donné, vous voyez ici on était sur une partie haute de canal, il arrive à un moment donné où le marché va retracer, c'est normal. Mais il y a encore beaucoup d'essence en fait, il y a encore beaucoup de jus en fait derrière au niveau des investisseurs pour continuer à faire pousser le marché plus haut. Donc du coup, autant quand on est en vague 1, le marché sait pas trop, est-ce qu'on a vraiment fait une inversion de tendance quand on est en vague 1? Ou est-ce que c'est juste un retracement et que la tendance de fond, qui était peut-être baissière avant, va reprendre ses droits? Le marché ne sait pas. C'est pour ça que bah voilà, souvent on retrace, enfin le marché, quand je dis le marché ne sait pas, pardon, excusez-moi, j'ai un bon rhume. Excusez-moi, quand je vous dis que le marché ne sait pas, c'est que le doute est permis. Avant qu'on ait un retournement, il faut déjà qu'on ait des bas et des hauts de plus en plus hauts. C'est-à-dire qu'en loi de dos, il y a le marché qui nous donne des certitudes sur le fait que maintenant on est parti dans un escalier haussier, quoi, tout simplement. Mais quand on vient juste de faire la vague 1, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. On n'a pas encore vraiment de vague, on va dire, suffisamment importante pour pouvoir dire on est dans un escalier haussier. Donc du coup, le retracement peut se faire de façon très profonde. D'accord? En vague 3, c'est plus le cas parce que là, les choses sont claires. Donc le marché va essayer de se positionner finalement relativement tôt pour finir aller jusqu'à la dernière station, c'est-à-dire le haut de la vague 5. Donc on retrace souvent vague 3, 38,2, c'est exactement ce qu'on a fait ici. D'accord? C'est ce qui rend d'ailleurs, ça solidifie un petit peu tout le décompte que je vous propose, hein, c'est que tous les niveaux Fibonacci sont logiques. Et donc ce niveau 38,2, lui, coïncidait avec une vague A qui est égale, une vague C qui est égale à 1,618 en Fibo, donc de cette vague A. Donc en fait là, on avait un cluster. Et on est toujours dans le territoire de la sous-vague 4 précédente.
Voyez, ça, tout ça, c'est la vague 4 ici, hein. D'accord? Donc on met un, comment dire, on a pour convention en fait de mettre la fin de vague 4 ici, puisque c'est là que démarre la sous-vague 5. C'est sur ce point-là. Donc la sous-vague 4 se termine ici. Mais c'est tout ça la vague 4. Donc en amplitude, c'est bien la totalité de ce range. Et vous voyez, on a été jusqu'en bas quasiment, donc du bas de la vague 4. C'est juste c'était une vague 4 en fait en triangle ascendant. D'accord? Et donc là, c'était déjà plus intéressant puisqu'on avait en fait un fameux, donc ce que j'appelle un cluster de prix. Donc les 1,618 d'objectifs alliés au retracement 0,382. D'accord? Par contre, en termes de timing, c'était pas terrible. Alors, je vais en profiter pour poster quelques-unes de vos questions et que je vais répondre. Alors, quand tu regardes mon graphe, je pense que tu vas attendre pour acheter du SDN plus bas, car il y a de la place pour une conso plus profonde. Tu as compris, Totof, là où justement je comptais venir. Tac, 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 cette paire donne du sens pour moi à marcher, donc je me demande s'il ne serait pas idiot d'attendre. Je dis tout ça en jetant juste un coup d'œil sur un premier jet. Alors, moi, effectivement, euh, bon, un support est un support. Ça, c'était un niveau de support chartiste, hein, puisque ici, on voit bien que le cours, finalement, a bloqué une fois, deux fois, puis après, vous voyez, il s'est envolé, finalement. Même si ça a été une phase latérale assez moche, bon, il a quand même établi un support sur les 116,40. Ok. Donc ça, c'est un support Fibonacci, c'est-à-dire que c'est juste en fait un croisement d'un retracement 38,2 et d'un objectif 1,618. Donc j'ai envie de dire c'est juste un support mathématique, d'accord? Mais c'est également un support chartiste. Donc c'est un vrai cluster. Encore une fois, si vous pouvez confondre des niveaux Fibo avec un support chartiste, ça renforce la totalité en fait de l'information. Ça veut dire que vous avez une information supplémentaire crédible qui va être vue par les chartistes et donc du coup ça devient un vrai point dur. D'accord. Euh, Maintenant c'est vrai qu'en termes de timing, euh, on est bon après ce canal là il peut être un peu bougé. C'est-à-dire que moi, vous voyez, j'ai ajusté les hauts ici. Ça, faut que je vous l'explique. En fait, j'ai ajusté les hauts sur les bas. Il y a deux façons de faire pour les canaux de régression. Soit en fait, bon, vous trouvez une fourchette d'Andrews qui va bien. Alors là, bah, je prendrai l'information comme celle-ci. En fait, c'est que sur le SDN, c'était pas évident. C'est pour ça que j'ai procédé comme ça. Donc je prends le pied de la vague 1. Mettons, je vais jusque ce point extrême. Jusque ce point extrême. Bon, on retrouve à peu près l'angle. En procédant de la sorte, vous voyez que le marché, c'est exactement là-dessus hein, qu'il a rebondi. Regardez bien, on ne peut pas être plus précis. D'accord? Vous voyez ici, pile poil, voilà, tac et tac. Bon, le marché, il a suivi cette fourchette qui était là. Donc comment j'ai fait? J'ai pris alors le point bas de la tendance, un sommet et un creux. D'accord? Donc euh, ça, pourquoi je le fais là? Pourquoi je le fais là? Je peux pas le faire ici en fait. Parce que si je le fais ici, j'ai aucun moyen d'encadrer ce qui va suivre derrière. D'accord? Faudrait que je parte d'un graphe vierge pour vous montrer ça. Mais vous voyez, si je devais prendre ce point pivot là et ce point pivot là, eh bien, il n'y a pas vraiment moyen en fait, d'accord, d'encadrer la tendance. Or, l'idée, c'est c'est d'essayer d'encadrer donc la tendance par des lignes de tendance, à la fois en haut et à la fois en bas. Donc pour le coup, une fourchette d'Andrews, c'est vraiment l'outil qu'il nous faut. Alors c'est sûr on va la tordre, hein, on est en train d'essayer de chercher un canal de régression. Ok. Alors, en faisant comme ça, pourquoi ça a du sens en faisant ça comme ça?
Et évidemment, l'idée... Hop. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Pourquoi ça a du sens? Parce que ici, c'est une question que je m'étais posée, hein. À un moment donné, j'avais deux décomptes. Je me suis demandé si ça, c'était pas ce qu'on appelle un running flat. J'avais émis d'ailleurs à un moment donné un décompte qui allait un peu en ce sens. C'est quoi un running flat? Un running flat, eh bien, c'est une vague 3 qui est ici et une vague 4 qui est là. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre ton décompte, Nicolas, parce que tu as une vague 3 ici, puis finalement on a fait un plus haut. Alors bah oui, mais en fait, dans les flats, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir en fait un sommet comme ça, donc haute vague 3. Donc on fait une vague A, comme ça. Une vague B qui va très haut, et une vague C, donc qui part comme ça. Donc ça, c'est un flat. C'est-à-dire que finalement, on a une vague B qui va aller chercher quasiment le sommet de la vague A, en premier cas de figure. Maintenant, vous pouvez aussi avoir ça. C'est-à-dire une vague B qui va un peu plus haut que la vague A. Ça aussi, c'est possible. Et c'est d'ailleurs pas évident à repérer. Euh, la seule, parce que là, vous allez me dire, mais oui, mais en fait, là, si j'avais une vague 3, pourquoi elle serait pas là finalement? Et puis ici, c'est 3, 4 et 5. D'accord? Pourquoi 3 ici, puis tac, tac, A, B et C? Bah, si là, vous comptez 3 temps, ici, et bah, il n'y a pas le choix en fait. Puisqu'une vague 5 est obligatoirement en 5 temps. Si ici, vous comptez que 3 temps, et bah, c'est que votre vague 3 était ici. Vous avez juste un retracement A, B et C en flat. D'accord? Si là, vous avez 5 temps, et ben là c'est obligé que ce soit la, soit si vous étiez ici en vague 3, d'après parce que vous aviez 5 temps pour arriver ici en vague 3, ben obligatoirement c'est du 4 et du 5. Mais si c'est du 3 temps, attention, c'est que vous aviez 3, A, B et C, et une vague 5 est attendue plus haut. D'accord? Donc d'où l'importance de bien faire les décomptes. Ok, et de bien faire les sous-décomptes. Extrêmement important. Ok, et donc ça c'est possible. Et vous pouvez donc après avoir aussi ce genre de choses. Voilà, quand même ceci. Et puis là avec une tendance qui repart. C'est ce qu'on appelle en fait un running flat. C'est-à-dire que le marché il est tellement bullish qu'il n'arrive même pas à retracer. Il n'y a personne qui a envie de vendre ou de lâcher en fait ici du dollar face à du yen. D'accord? Donc c'est possible. C'est-à-dire qu'on aura une vague 3, puis vous voyez, A, B et C. D'accord? Et à ce moment-là, ça veut dire que votre vague C est égal à 0,618 de cette projection qui est là. Alors là, je ne sais plus si c'était le cas. On peut regarder. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais regardons-le, je ne m'en rappelle plus. À ce moment-là, on prend le sommet de la 3. Alors, on va reprendre. Je vais prendre une expansion. Voilà. Donc, sommet de la 3, bas de la 3. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait dire que j'étais pas tout à fait... c'est ce qui me faisait dire que j'aimais pas ce décompte en running flat. Simplement parce que on n'a même pas été rechercher le niveau 0,618 qui est ici. D'accord? Souvent quand on a un flat, on va rechercher le niveau des 100%, donc on peut aller là, jusqu'ici. Et quand c'est un running flat, on va chercher que le 0,618. Mais là, vous voyez, en fait, il n'y a même pas de support en fait. Dire que si ce niveau-là, il avait été là, d'accord. Là, j'aurais dit ok, je suis vraiment pour ce décompte. Mais là, même pas en fait. C'est-à-dire que finalement, ça correspond alors qu'on a un vrai support. C'est censé correspondre à un niveau Fibonacci. Or, ça ne correspond pas à un niveau de Fibonacci dans une optique de running flat. Du coup, j'ai abandonné ce décompte, tout simplement. Euh, Évidemment, là, vous commencez à comprendre que les décomptes, sans les niveaux Fibonacci, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc du coup, voilà, donc j'avais abandonné ça. Alors, euh,
donc on avait éventuellement cette fourchette là, mais pour les canaux de régression, voilà, je ne veux pas vous faire perdre le fil, je vais revenir en vue semaine. L'idée pour moi, c'est quand je veux acheter, en général, je vais essayer de caper les cours par le haut. Pourquoi? J'ai une démarche conservative, d'accord, des marchés financiers. On avait vu que ça, c'était un cluster de prix, ici. Bon, quand on regarde bien en vue semaine, on est quand même plutôt pas mal par rapport à la borne basse. Vous voyez, c'est vrai qu'en vue journée, ça donnait un écart plus important, je vous l'accorde. Maintenant, c'est une première façon de procéder. C'est-à-dire que vous, finalement, vous avez une ligne de tendance assez claire, et les cours donc capent cette ligne de tendance par le bas. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je préfère être plus conservateur et me dire, on a certes cette ligne de tendance, hein, c'est indéniable, d'ailleurs c'est là-dessus que le marché il a réagi, hein, de toute évidence, mais il peut y avoir aussi une déviation, vous voyez, une déviation de ce genre. C'est-à-dire que le marché peut aussi se rééquilibrer, euh, donc faire bouger son axe temps-prix par rapport à la dernière information du marché ce que sont les points hauts. Quelle est la dernière information du marché? C'est pas cette information-là. La dernière information du marché, c'est la partie aval. D'accord? Là, on est dans la partie amont, et là, on est dans la partie aval. D'accord? Et donc ici, le marché pourrait très bien se recalibrer sur cet angle qui est ici. Et finalement, avoir de nouveau un canal en partant de ce point-là, qui va osciller donc de cette façon et aller rechercher donc vraiment la partie basse, d'accord, de ce nouveau canal. Donc grosso modo, moi ce que je fais, c'est que quand je veux acheter, je pars du principe que les hauts sont les hauts forment l'information la plus importante, d'accord. C'est la dernière information que j'ai. Donc je vais en fait caper les cours avec une ligne de tendance par les hauts que je vais reporter sur les bas. Donc ça, moi je le fais avec des fourchettes d'Andrews, je le fais coïncider tout le temps avec une fourchette d'Andrews. Et du coup, euh, c'est sur cette partie basse, en termes de timing, que je vais attendre les cours pour acheter. Et si je le fais coïncider cette partie basse avec mon fameux cluster de prix, eh bien là ça devient vraiment intéressant. Donc c'est vrai que ici, bon, à ce moment-là, j'étais pas forcément chaud. Mais dans le cas où le marché reviendrait ici, rechercher de nouveau cette partie-là, parce que là, faut pas croire, hein, mais on est toujours dans le canal baissier ici, hein. Si je me mets en journalier, pour l'instant, je suis sûr que si je mets une fourchette d'Andrews, c'est peut-être pas encore terminé, hein, cette phase-là, même si pour l'instant j'ai plutôt un biais haussier. C'est vrai que depuis qu'il atteint cette zone-là, quand même, c'est un bon objectif. Un niveau de retracement 38,2, c'est quand même l'information la plus importante. J'ai un biais haussier. Mais on peut avoir une fourchette d'Andrews de ce genre-là. Vous voyez, je vais la positionner. Et on est juste en train de s'en affranchir. C'est-à-dire quand on est ici, vous voyez, le marché, il a réagi de façon baissière. Donc si le marché était revenu chercher par exemple ce point-là, ici là, vous voyez, s'il avait fait tac, tac, donc ici on aurait une vague A, tac, 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 vague B en 3 temps, et une vague C baissière. Si le marché, je dis bien, si le marché était venu chercher ce point, eh bien là ça aurait commencé vraiment à être intéressant. Parce qu'on avait vraiment notre bas de canal absolu, on serait revenu chercher le support, j'aurais été vraiment intéressé. Mais bon, il aurait fallu voir du coup mettre des niveaux d'expansion également Fibonacci sur cette vague là et regarder si également ça correspondait à un seuil. Donc tout l'enjeu il est là, hein. Là finalement le meilleur seuil c'était celui-ci en termes de niveau d'expansion et de niveau de retracement. Mais c'est vrai que on est assez loin du bas du canal et donc j'avais qu'un cluster de temps, de prix pardon, et j'avais pas la temporalité, le timing. Et donc c'est vrai que moi je me suis pas positionné. Maintenant, si on avait eu ce spike là qui serait arrivé ici à ce moment-là, c'est-à-dire on aurait fait A, B et une vague C qui descend en venant chercher cette zone optimum, là c'est vrai qu'on aurait eu tout pour se positionner.
on aurait eu vraiment les niveaux de prix, on aurait eu le bas de canal, donc en fait un timing et un niveau de prix d'enfer, et pour le coup là on aurait pu y aller vraiment je pense sereinement pour aller rechercher des plus hauts. Ok, tout ça pour vous dire quand même que sur l'USD Yen, je conserve un billet haussier. Maintenant, le fait qu'on ait atteint ce point-là, vous avez vu, on a une réaction vive hein, du marché là-dessus quand même, hein. On a une réaction très violente et tout de suite il y a eu une réaction, le marché est venu chercher ça et l'attaque, il y a eu des prises de bénéfices, des gens qui se sont positionnés. On a un peu latéralisé parce que c'est vrai que là on était quand même assez loin hein, du bas de canal, donc le marché a besoin de latéraliser un peu, il peut encore latéraliser hein, pour se rapprocher de plus en plus de cette zone là. C'est vrai que quand on regarde avec un peu de recul, c'est cette zone là qui est intéressante. Et là pour vraiment finalement retrouver de l'essence et repartir. Bon bah maintenant il va certainement repartir d'ici. En tout cas, quand je positionne cette fourchette d'Andrews, le marché, vous voyez, il a constitué un triangle sur cette ligne, sur cette oblique, d'accord. Et là, il est en train de s'en affranchir. Donc, vous avez un range ici qui est comme ça. Bah, d'ailleurs, vous voyez, en fait, la vraie résistance, elle est là, hein. C'est cette résistance qui est ici, en fait, hein. Donc, on va l'étendre. Donc, j'étends jusqu'à la fin. Je vais la mettre en pointillé. Vous voyez, on est en train de travailler ce niveau de résistance qui est ici. D'accord. Donc c'est les 121,60. Donc on est en train de. Le marché est en train de faire un range. Donc en termes de trading, alors ça, je vais l'enlever pour plus de visibilité, sinon vous n'allez pas voir ce que je suis en train de faire. En termes d'objectifs, moi ce que je vous préconise, c'est de. Voilà, on est comme ça, ok, c'est notre range. Je prends pas la mèche. Je prends pas la mèche. L'idée c'est de faire un report de range. D'accord. En fait, je vais prendre dans mon range là où j'ai le plus de bougies en fait qui coïncident. Vous voyez, ici on a eu ce paquet là, 2, 3, cette bougie là, vous voyez, 4. Donc je considère que mon range de prix, il est là-dedans. D'accord. Et donc en termes d'objectif, je fais un report de range et ça nous amène juste sous la résistance. Ça va être une résistance Fibo, ça. C'est sous une résistance Fibo en fait de long terme. Donc, donc la stratégie ici, c'est d'attendre une clôture, donc une bougie en fait, à la rigueur même, hein, qui ouvre dans le range. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici on clôture, on fait une bougie qui ouvre dans le range, et là à ce moment-là, ça veut dire qu'on a validé la cassure de ce range. Déjà, on se sera sorti de cette fourchette d'Andrews baissière et on se sera affranchi de la résistance. Donc là, ça veut dire vraiment que les acheteurs ont la main. Et donc, bah, votre objectif, dire qu'ouverture clôture à l'intérieur du range, vous cherchez plus qu'à acheter. Donc vous pourriez vous mettre par exemple en intraday et puis ne chercher par rapport à votre stratégie que des points d'entrée d'achat pour aller chercher le haut du range. Donc les 124,62. Alors attention par contre, quand on va arriver là, ici on va avoir un retracement. D'accord. Là, c'est quand même, on a tapé une fois la résistance. C'est une résistance Fibo de moyen terme. On l'a tapé une fois, on l'a tapé deux fois. C'est le report de range. Donc ici, il y aura des prises de bénéfices. Donc, il ne faudra pas essayer de chercher à acheter là. Ça sera vraiment trop tard. Euh, Acheter maintenant avec un stop sous ce pâté qui est ici. C'est tendu parce qu'on est quand même sous à la résistance, hein. C'est quand même une résistance dure, hein, puisque ici on a eu un point de contact, deux points de contact. Bon, voilà, elle s'est polarisée même si on l'a pénétrée, mais de nouveau polarisation, vous voyez. Ici de nouveau, donc on voit que le marché il a envie d'y aller, mais ça va certainement se faire sur Stat, hein. Je pense que ça, si ça franchit ça, ça va peut-être être avec, sur Stat, sur le NFP, je pense. C'est le NFP qui va nous dire. Et du coup, c'est imprenable en fait, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous positionner maintenant avant NFP en espérant que le marché va péter la résistance. C'est pas le truc à faire parce que si au contraire la stat est mauvaise, bah là en plus vous êtes enfin vraiment on n'achète pas sous une résistance quoi. D'accord. Il faudra attendre que ça casse. Et puis bah si jamais ça a cassé que le NFP nous apporte là, il n'y a pas aucun regret à avoir quoi. D'accord. On pourrait pas dû dire oui mais finalement on avait une vision bullish, on avait un stop clair, on n'achète pas sous une résistance. Donc du coup bah si le marché vous apporte là,
bah, c'est pas grave. Parce que vous savez que votre objectif il est là. Tant qu'il n'est pas atteint, vous cherchez à acheter. D'accord? Bon, on va pas acheter ici. Mais on va attendre un repli des cours. On va attendre qu'ils viennent là. D'accord? Tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je ferai moi? Si vous êtes un bon élève, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, vous allez tracer ici une fourchette d'Andrews. Vous allez mettre votre point bas là, votre point haut ici, et, et le nœud qui est ici. Alors remarquez, on peut repérer quand même qu'ici on était sur le bas de l'Andrews, ce qui est quand même intéressant. Le marché a pivoté sur le bas de cet Andrews. Bon, moi je la trouve trop pentue. Parce que si l'objectif est de rejoindre la ligne médiane de ça, il va falloir une sacrée impulsion quand même, hein. Donc peut-être que sur la Fed on aura quelque chose de ce genre, mais en tout cas c'est pas forcément évident ici. Moi ce que j'aime faire c'est ouais bon là je peux pas vraiment le faire en fait. Puisque là j'ai pas vraiment de haut de canal à vous proposer. Le problème c'est vrai que ça c'était un range un peu euh, ouais, bon, c'était vraiment un range, c'est pas évident comme vague B, mais bon, ici, de toute façon, en termes de niveau Andrews, il n'y a pas le choix, quoi. Votre point pivot, il est là, vous avez un point pivot clair qui est ici, vous avez un point bas qui est clair qui est ici, et donc votre fourchette, elle est là. Bon, bah, si le marché part ici, comme une balle, et puis revient après retracer ici, sur cette zone-là, bon, bah là, du coup, vous avez un plan, puisque là, vous avez une zone d'achat. D'accord? Pourquoi vous avez une zone d'achat? Simplement parce que c'est un support une ancienne résistance qui va se polariser en support, qui a toutes les chances de se polariser en support, et puis vous avez votre fourchette d'Andrews qui va vous apporter aussi un support dynamique. D'accord? Même si, je la trouve un peu pentue et que je ne suis pas tout à fait certain que le marché euh, en fait, en théorie Andrews, quand vous avez des points pivots comme ça, le marché est censé rechercher la ligne médiane dans 80% du temps. D'accord? C'est un résultat qu'il a testé sur des millions d'occurrences. Donc c'est un résultat fort. Euh, Ici, pour aller rechercher la ligne médiane, vous voyez, il y a du boulot quand même, hein, parce que l'angle il est pentu. D'accord? Donc il n'est pas impossible que ça se transforme finalement dans autre chose, un canal de régression qui soit un peu moins pentu. Euh, donc ça à voir. Je ne suis pas certain de cet angle-là. En général, quand la fourchette est trop haute, le marché utilise des fourchettes différentes, par exemple des fourchettes de chiffres ou des choses comme ça. Il y a une autre façon de voir. Si on devait ici avoir la constitution d'un canal de régression, et donc pas d'un canal Andrews, le marché suivrait certainement l'angle en fait du canal de moyen terme, qui est ici. D'accord? Cet angle de marché qui est là, c'est un angle sur lequel les prix pourraient très bien osciller sur cette dernière vague 5. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait ajuster, vous voyez, pour qu'on ait quelque chose de ce genre-là. Donc ça, je suis, je suis pas sûr du tout pour le moment parce que il faudrait pouvoir le vérifier en fait par ça c'est très important. Il faudrait pouvoir le vérifier par des contacts sur la ligne médiane. Voyez. Et là, c'est très difficile de dire qu'on a des contacts sur la ligne médiane puisque ce que je vous disais, c'est un range assez moche et donc c'est pas du tout évident quoi. Euh, mais c'est pas impossible que le marché finalement construise un canal après à terme de ce genre-là. Auquel cas, euh, et ben il faudrait attendre que pour le vérifier que le marché vienne vraiment chercher la partie haute. Donc du coup là, ça invaliderait. Enfin, c'est pas que ça invaliderait, mais c'est que notre objectif serait déjà atteint avant qu'on ait pu intervenir. Et du coup, vous voyez, si on a un truc de ce genre-là, en 5 temps par exemple, et qu'on arrive là-haut, je vais attendre un retracement en 3 temps, et je vais l'attendre sur le support, mais plutôt sur cette zone-ci en fait. Vous voyez, c'est-à-dire sur la partie basse de ce canal de régression que les cours nous montreraient en ayant formé ce point haut. D'accord? C'est-à-dire que je vais réaligner finalement ma fourchette d'Andrews, puisque là, elle ne voudra plus dire grand chose. Je vais bouger le point pivot.
Si le marché, regardez, si le marché vient chercher ce point-là, et puis casse après la fourchette, bon bah c'est que le marché suit pas cette fourchette. Il aurait dû aller chercher la médiane. Non, ça veut dire que le marché s'est réorienté au travers d'un canal de régression qui suit finalement l'angle de celui de moyen terme. Auquel cas, là on a de nouveau quelque chose de fiable, et en fait ici on aimerait de nouveau un range, vous voyez, oblique, qui vienne rechercher ce point-là. Donc ça c'est le genre de tracé que je fais pour essayer de déterminer des plans qui m'amènent des clusters temps prix. D'accord. Vous pouvez raisonner uniquement sur les prix, mais si vous avez un canal, donc un axe temps prix qui vient en soutien, là vous du coup vous avez une opportunité qui est vraiment très intéressante, quoi. D'accord. Et du coup, en termes de risque, bah, ça veut dire que vous pouvez simplement mettre plus en position euh, parce que euh, parce que vous avez bah, juste un bas de canal qui vient vous soutenir en plus, quoi. Voilà, donc désolé, je me suis un peu appesanti sur sur cet actif, mais je pense que c'est intéressant aussi d'être dans la pédagogie et de comprendre un petit peu quelles peuvent être. On est là pour discuter tous ensemble, hein. N'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi. D'ailleurs, vous pouvez aussi me solliciter sur Twitter, hein, si vous voulez. Mais voilà, l'idée c'est, moi je vous explique un petit peu ma façon de voir et de procéder pour essayer de déterminer ces fameuses zones d'intervention. Et du coup, on est serein parce que on est préparé, on sait que si le marché vient là, on a un stop qui est clair, on a un point d'entrée qui est clair, et après on a des niveaux Fibonacci qui peuvent nous dire que notre objectif il est tout là-haut. Donc en revenant sur ce point-là, je peux du coup déterminer mon risque-reward et vous avez tout pour vous. Vous avez un point d'entrée qui est certifié conforme, j'ai envie de dire, parce que vous avez 4 raisons de vous dire qu'ici ça va rebondir, des niveaux de support Fibo, un bas de canal, donc un axe temps prix super. Vous avez un stop qui est évident parce que si le marché il vient là-dessous, il pète votre canal, donc plus de regrets. C'est que bah voilà, c'est que les bearish ont la main. Et puis votre objectif vous dit que vous avez un MM supérieur à 1 pour 3, donc bah, du coup c'est que tout y est. D'accord. Et c'est comme ça qu'il faut voir le trading, hein, faut pas le voir autrement. Ok, excusez-moi, on va aller voir le NZD. Alors, non, celui-là, je vais aller le voir. Vous voyez ici, regardez, ça c'est un exemple du NZD. Qui illustre parfaitement en fait cette technique des canaux. D'accord. Euh, Vous avez ici en fait un swing low high. D'accord. On peut déterminer un bas, on peut déterminer un haut, clairement. Donc je positionne une fourchette d'Andrews. J'ai pas de point de pivot de départ. Ok. Peu importe. J'essaye de trouver un canal de régression. Un canal de régression qui n'existe en fait qu'au travers de cette construction. Puisqu'un canal de régression, il faut 4 points. D'accord. Pour définir un canal, on a besoin de. Non, honnêtement, pour définir un canal, on a besoin de 3 points. On a besoin en fait de 2 points confirmés par le marché et d'un troisième point sur lequel on va reporter l'angle pour tracer notre droite, d'où l'utilisation des fourchettes. D'accord. Mais un canal se définit par 3 points et non 4 points. Ok. Maintenant, ce que font tous les chartistes, les analystes chartistes, c'est que eux ils attendent 4 points clairs pour constituer le canal. Et c'est trop tard pour moi. Parce qu'une fois que le canal est vu par le marché, je pense que le marché, enfin, il va pas aller jusqu'ici, quoi. Vous voyez, j'y crois pas trop, quoi. Ou alors s'il descend là et pour remonter ici, je crois pas enfin, il peut baisser, mais je pense qu'il va vouloir le casser en fait. D'accord. Mais pour moi, voilà, pour moi, j'aime bien cette construction qui est là. Je prends donc le low et le high ici. Je trace donc une fourchette d'Andrews que je vais aligner sur la dernière information du marché, donc les bas. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le marché est arrivé tout là-haut? Et bien c'est là qu'il a dévissé. D'accord. On voit qu'il a suivi ça. Il continue de le suivre, hein. C'est-à-dire que là, le marché il hésite en fait, hein. Parce que ça peut être vu, c'est pour ça que je vous avais donné d'ailleurs dans un de mes webinaires, je vous avais dit que ça, ce qui se passe là, c'est très important pour le NZD. Parce que si on a bien ici une vague 1, 2, 3, 4, un drapeau, et qu'on casse le drapeau, c'est-à-dire qu'on vient casser finalement cette résistance qui est ici, ça veut dire qu'on est super bullish. Puisque on aura fait 1, 2, 3, 4, donc on est en vague 5, et que même s'il y aura un retracement derrière, c'est-à-dire qu'on va repartir faire des nouveaux plus hauts.
D'accord? C'est-à-dire que ça, c'était à minimum une vague A ou 1, vague 2 ou B, et vague C, donc qui va être, on le sait, de même amplitude a priori que tout ce mouvement qui est ici. D'accord? Mais une chose est certaine, c'est que quand on est arrivé sur ce niveau-là, qui était ici, on était donc sur un axe temps-prix de résistance par ma technique, et ça je suis le seul à le faire. Mettre vous trouverez personne qui met des fourchettes d'Andrews un peu comme ça avec des pivots dans le vide, et qui construit en fait des canaux de régression en utilisant ces techniques là. Moi je vois pas au niveau des analystes, hein. Donc et pourtant je peux vous dire que c'est vraiment très important pour moi, en termes de construction, parce que justement le marché va réagir sur des seuils qu'on ne voit pas encore, que l'œil ne voit pas encore. Si l'information devient trop évidente pour l'œil, si tout le monde voit une information, pour moi cette information ne vaut plus rien. D'accord? C'est justement ça. Le marché, quand un truc est trop évident, il n'est pas suivi par le marché. Vraiment. Bah non, justement, c'est que pour que des gens gagnent de l'argent, il faut qu'ils le gagnent sur le dos des autres personnes. Donc il faut que des personnes voient des choses que les autres ne voient pas. D'accord? Ben ça, je pense que c'en est une des techniques. Donc ici, si jamais on avait... Alors moi, le problème que j'avais là, c'est que j'avais pas de résistance chartiste pour me confirmer que ça pouvait être un seuil de retournement. Donc, bon, j'ai bien vu que là, en clôture, on bloquait là-dessus, hein, sur le niveau des 0,6840. On a bloqué une fois, deux fois en bougie, trois fois, quatre fois. Donc c'est vrai qu'ici, on a établi une vraie résistance. Mais bon, c'était pas vraiment coïncidé par le passé. Il n'y avait pas de coïncidence pardon, dans le passé. Alors après, néanmoins, on peut, toujours même technique, on peut mettre des niveaux d'extension Fibonacci. Donc l'extension Fibo, si je pars de ce point bas, je vais jusqu'ici, jusque là, et là, on a été pile rechercher le niveau des 1,618 extrêmement précisément. D'accord? On voit qu'on a eu le cours à buter sur le niveau des 1,236 et il a buté complètement sur le niveau des 1,618. Donc là, vous voyez ici, c'était une résistance. Regardez, on avait une vraie résistance ici. Vous voyez, elle est là. On peut la voir, je peux vous la dessiner. Regardez, hop, si je prends en clôture, on est parfaitement sur un niveau de résistance. Une mèche, une clôture, une clôture. Vous voyez, donc ça, c'est la résistance. Elle coïncidait avec le niveau Fibo. On a bien eu une butée des cours, juste sur ce niveau de résistance. Mais ça correspondait pas en fait à un timing qui était optimal. Le timing optimal nous était donné par ce canal de régression. Et du coup, là-haut, sur les 1,618, oui, on avait une résistance Fibonacci qui coïncidait avec un haut de canal. Donc le marché l'a buté une première fois, une deuxième fois, et puis bon bah là finalement, il descend. Alors, la logique serait que par action-réaction, le marché revienne tester la ligne médiane. Voilà, donc là, on aurait à ce moment-là, vous voyez ici, une oblique. Donc, si la loi Andrews, c'est-à-dire dans 80% du temps, on est censé rechercher en fait l'axe médian des prix. D'accord? Donc ici, un NZD qui viendrait rechercher les 0,63, 30 par là. On aurait à ce moment-là une coïncidence avec cette oblique qui est ici, et donc là, un rebond a priori à venir de la part des cours. D'accord? Si le marché revient sur cette zone qui est ici, c'est pas forcément évident d'y voir un support, puisque là on a juste eu un micmac, mais on a cette oblique. Vous voyez, cette oblique elle est pas mal, hein. Ici on a regardé bizarrement, vous voyez ici comment les cours ont longé en fait. Vous voyez comment c'est étrange. Les cours ont longé ici, et puis là ont de nouveau buté, ils ont atteint pile le bas. Vous voyez. Donc si on revient ici, on peut vraiment, il y a tout lieu de penser que ça va se polariser en fait en support dynamique. On aura également ce niveau-là. Après, en termes de retracement, ça fait super profond, quoi. Parce que j'aime bien quand ça coïncide en fait avec des niveaux de retracement Fibo
du genre 50% au 61,8, et là on est beaucoup plus bas que les 61,8. Vous voyez, on est très très profond. Et du coup, pour moi, on est trop profond, justement. J'aime bien faire coïncider des niveaux de retracement avec des niveaux d'expansion pour me dire que ça, c'est un cluster de prix. Si ça correspond plus à un retour sur la médiane dont on sait qu'il va y avoir des prises de bénéfices, j'ai donc une notion de timing qui vient de s'ajouter, et même si c'est pas aussi robuste qu'un bas de canal haussier par exemple, qui est le top, bon bah ça vient s'ajouter. Là, on aurait pu se dire why not. Bon, ici, j'ai pas assez d'éléments pour me dire que j'aurais envie de tenter le coup. Donc moi, je ne ferai rien sur cette zone. J'attendrai. De toute façon, la logique, hein, y a pas, pour moi, il n'y a pas 36 plans ici. Le décompte, je vous le donnerai. En fait, vous avez un décompte ici, hein. Vous avez une vague 3, fin de vague 3 ici, fin de vague 4 ici, donc sous vague 3. Et donc, moi, je m'étais posé la question, est-ce qu'on a atteint un point bas sur le NZD? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais là, c'est vrai qu'on a donc une vague A, une vague B et une vague C, ou 1, 2, 3, 4 et 5. Pour acheter, si on veut acheter, hein, non, soit en fait on achetait sur la rupture de ce range, d'accord, de façon assez audacieuse. Maintenant, pour acheter, on a vu qu'il y avait une petite zone ici, franchement, qui me plaît pas des masses, d'accord. Ça me plaît pas beaucoup parce que si on vient là, ça veut dire qu'on repénètre ce range qui est ici, ça veut dire qu'on s'est affranchi du support des 0,6490. Et donc, c'est qu'on est quand même bien bullish, quoi, bien bearish, quoi. Et on est contre tendance et tout. Il n'y a rien en termes de décompte qui nous dit que ça c'est encore. J'hésite en fait, hein. On peut très bien avoir encore ici, c'est-à-dire qu'en fait ici, est-ce que j'étais en sous vague 3 et 4 ou est-ce que ça c'est pas une vague 3? J'ai deux scénarios sur le NZD et c'est la raison pour laquelle le décompte je le présente pas. Pour l'instant je suis là je présente juste les éléments en fait graphiques, mais on peut très bien ici en fait avoir atteint une vague 3 et on fait une vague 4 avec une vague 5 à venir baissière. Donc Elliott ne m'aide pas vraiment. Du coup, j'essaye de réfléchir juste d'un point de vue graphique. Quels sont les plans possibles? Est-ce que ça, c'est un plan pour acheter? Il y a des choses qui viennent sur ce niveau, mais pour moi, pas assez. D'accord. La tendance est baissière. On a buté sur un haut de canal, et là, pour l'instant, le marché va être attiré par cette ligne médiane. Donc il y a, j'ai envie de dire, le seul plan qu'on pouvait éventuellement avoir, c'est ici tenter une vente dans le coin. D'accord. Maintenant, euh, si je devais mettre une fourchette d'Andrews pour canaliser, soit on se dit ça c'est une vague de retracement, une sorte de zigzag. À ce moment-là, on est censé le canaliser de cette façon-là. Je vais y revenir, regardez. Hop. Là maintenant, quelle est ma dernière information? C'est celle-ci. Donc je vais repivoter ma fourchette d'Andrews par rapport à cette information. D'accord. Donc ici, pour vendre, déjà, c'est un peu chaud. Là, vous voyez, quand on était ici, vendre là, c'était parfait. D'accord. Et puis là, on tient en espérant que ce canal, il va céder. Mais là, on va arriver sur une zone de support, qui est ici, hein, c'est une zone de support claire. Hein. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Vous voyez. Donc si on revient ici, sur cette zone-là, on sera en bas de ce canal de régression et sur une zone de support. Donc le marché, il peut très bien ici repartir là, voire même casser, si on est dans un scénario bullish. D'accord. Donc là, j'ai pas envie de le vendre en fait. D'accord. Je l'aurais bien vendu vraiment tout en haut, mais pas une fois qu'on est ici. Là, quand on est tout en haut, premier contact, je vois que le marché a vu mon canal. Il revient tester la partie haute, c'est magique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes là, vous avez un stop qui est clair, il est ici. Vous voyez, votre stop il est là. Tac. Parce que en termes de décompte, on a fait 1, 2, 3, potentiellement 4, avec une vague 5 potentiellement à venir. Donc de toute façon, si on pète ce haut là, c'est sûr que c'est une vague 5 à venir, c'est-à-dire qu'on est dans un scénario bullish, et donc la vente de toute façon est invalidée. D'accord. Donc c'est vraiment un stop qui est logique à partir du moment où on fait ce décompte 1, 2, 3. On aurait terminé la vague 4, on pète ça, c'est terminé, c'est bullish. On ne cherche plus qu'à acheter.
Mais si c'est pas ça, si c'est du A, B et C avec reprise de la tendance baissière, bah regardez comment ce coup-là il est magnifique. Parce que si vous avez été, allez, on va dire que vous avez vendu ce point-là, d'accord? Ici vous avez vendu là, on voyait que vous avez une butée, une troisième butée, allez, vous y allez. Bah vous avez ici un stop très petit dans cette unité journalière. Et regardez, là, déjà là vous êtes quasiment sur du 1 pour 3. C'est-à-dire que même maintenant, en prenant 50% de vos bénéfices, euh, en baissant votre stop, bah voilà, vous êtes sur un trade for free et là vous n'y touchez plus. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas encaisser ici, vous laissez en espérant que le marché il va tout défoncer par le bas. Et du coup, bah, vous pouvez avoir au final un risque reward qui sera supérieur à du 1 pour 5 cumulé, hein, si le marché il est parti pour faire des plus bas. Donc, vous voyez le genre de trade qu'on peut faire. Mais ici, c'est délicat parce que bah là, en fait, on a ce report de canal qui peut maintenant bloquer. Et donc, votre stop, il reste là-haut. D'accord? Donc, on est super haut. Avec un objectif de retour déjà de ligne médiane, vous voyez, on n'y est plus du tout, quoi. Là, vous n'avez plus de money management. Donc, du coup, on abandonne. Bon bah écoutez, je vois que le temps est parti. Bah, c'est pas grave, la semaine prochaine, on fera le tour des bougies. Bon bah là, je vous ai parlé de plan de trading, hein, c'est quelque chose, je pense, qui est fondamental. Vraiment de croiser les analyses, d'une part, déterminer des zones stratégiques, ce que j'appelle des zones de support ou de résistance temps pris extrêmement fort. Pouvoir mettre ça en musique au travers d'un money management, c'est vraiment c'est tout le trading finalement. D'accord? Le trading, ce n'est rien d'autre. Euh, donc, je vous invite vraiment à faire de même. Je vais prendre une minute au niveau pour faire juste les bougies mensuelles et on va en rester là. Donc, bah, sur l'euro, on a eu ici en fait un doji, mais un doji qui se fait à l'intérieur d'un range, pour moi ça n'a pas de signification. Vous voyez, par contre, ce qui est important, c'est que vous voyez ici le nombre de clôtures qu'on a fait sur le niveau des 1,0960. Donc là, c'est vrai que si on vient à clôturer en dessous, sachant qu'il y avait également ce flag hein, qui était ici, eh bien, ça nous indique que nous sommes bearish. Mais attention, parce que juste derrière, on a le niveau des 1,08 qui arrive. C'est en plus la ligne médiane de cette fourchette. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer sur ce niveau-là, mais c'est peut-être, si le marché vient tester Mesh dans le coin, c'est peut-être l'idéal pour nous parce que nous ici, on attendra un pullback, vous voyez, un pullback de ce genre-là, que le marché revienne tester cette zone de prix qui sera ici, ça serait super. Donc il viendrait en pullback de ce drapeau qu'il a cassé sur cette warning line, sur cette mini MLH, niveau de résistance, et puis là donc on pourrait se positionner vraiment confortablement en fait en short. Sur le GBP que nous a donné la dernière bougie, bon bah pas trop d'informations, on est également dans une forme de range ici, pour moi sur le GBP il y a deux scénarios, tant qu'on est à l'intérieur de ces bougies de contrôle là, ça sera délicat, on a ici une grosse fourchette bas d'un canal de régression qui pour l'instant fait appui, donc j'ai pas de biais particulier, on a fait cette belle tendance baissière, on a pu faire un ABC, on peut repartir baissier, mais on peut aussi tester le haut. Vous voyez, moi là je suis nulle part en fait sur le GBP, c'est ce qui m'embête. Si on devait chercher ces niveaux-là, là on aurait des hauts de canaux baissiers, là je serais très intéressé pour shorter. Là sur cette zone-là, il n'y a pas le choix, il faut le travailler plutôt en intra. Parce que franchement, même le daily, il n'est pas super sexy. Donc le GBP, il est dans une zone un peu compliquée. L'USD L'USDK, donc bah, vous voyez, on a eu une belle bougie en fait ici, hein, alors avec une belle réaction donc sur le bas de ce canal, mais c'est bien le signal qui nous fait dire que le marché il a bien trouvé, vous voyez, notre fameux cluster Fibonacci, hein, il n'y a pas de miracle, c'est bien là-dessus qu'il a buté, donc bah, là on peut s'attendre à une consolidation, je pense. On est trop haut pour moi pour acheter, puisqu'on est sur des hauts de canaux. Donc là, en termes de timing, moi j'ai vraiment du mal. La seule chose qui me ferait acheter, c'est que ici, en fait, on constitue un range. On constitue un gros range ici, comme ça, vous voyez, qu'on latéralise.
Et là, il y aurait du coup, ça serait intéressant. Alors, là, il y aurait deux plans. Soit on achèterait le bas du range en retour sur cette zone des supports, qui est donc les 1,28, d'accord. En termes de timing, c'est un retour sur la ligne médiane. Donc là, on pourrait espérer, vous voyez, que le marché refasse quelque chose comme ça, vous voyez, avant, je pense, après, avant de retracer quand même. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il retrace quand même cette USD CAD. Donc ça serait un premier plan en fait héliotiste et chartiste, c'est-à-dire attendre un retour sur le support qui correspond en fait, voyez, à cette oblique hein, qui est vue par le marché en tant que support dynamique, pour chercher à se repositionner donc sur ce support et ses niveaux Fibo. Donc premier plan, attendre une latéralisation. Deuxième plan, attendre simplement que cette résistance elle casse. Parce que là on est trop haut. Qu'elle casse pour que le marché nous dise que maintenant il est vraiment en train d'osciller sur un canal beaucoup plus pentu et qu'il n'a rien perdu de son momentum et que du coup attendre qu'il casse et un pullback, voyez, qu'il casse nettement et qu'il revienne pullbacker cette zone qui serait une zone de support et avec une oblique qui viendrait également cette fois-ci se polariser en support. Donc ça serait le plan sur l'USD CAD. La UD-USD, il tricote hein, sur notre zone. Vous voyez ici, qui aurait pu croire que sur les 0,7080 il allait se passer quelque chose? Bah si, c'est tout ce système d'oblique et de warning line et de niveau Fibonacci qui est là en soutien. Et donc vous voyez, hein, pas de bluff. Quand je vous ai indiqué qu'ici on était sur une zone de rebond, le marché était ici et on a bien eu une bougie bullish. D'accord. Alors c'est pas la bougie bullish qui fait fureur. Néanmoins, c'est une première information qui nous dit que le marché il a vu notre zone. Voilà. Et donc dans cette unité de temps, il faudrait quand même quelque chose d'un peu plus solide que cette bougie là pour nous dire. Donc idéalement par exemple ici si on pouvait avoir un harami, vous voyez, une structure de retournement au chandelier japonais, ce serait vraiment très intéressant. Donc un harami, c'est-à-dire une bougie dont le corps serait inclus dans cette bougie là, et sur cassure du harami on y va avec un stop qui devient clair. Vous voyez ici on a un creux en pince, c'est-à-dire que vous avez deux bougies dont la clôture se fait au même niveau de prix, c'est-à-dire les 0,7016. Donc le marché vient de nous dire qu'il vient d'établir un support, et oui, ce support que j'avais anticipé, eh bien il nous le montre au travers de ces deux bougies mensuelles. Donc en clôture, les 0,107040 forment ce qu'on appelle un creux en pince. C'est une structure de retournement en bougie japonaise. D'accord. Donc si là on clôture au-dessus de ça, écoutez, vous avez un signal d'achat avec un stop sous la clôture mensuelle pour aller rechercher le niveau de résistance suivant, c'est-à-dire les 0,7576 voire les 0,78080. Ok, donc on a fait quasiment le tour, on a vu l'USD-Yen, la UD, le NZD, le GBP, l'euro. Je voulais qu'on voit en fait les clôtures mensuelles, hein, c'est toujours important. L'or, il n'est pas sexy. L'or n'est pas sexy, il est en train de constituer des toupies en fait hein, sur cette zone là. Pourquoi il constitue des toupies? Parce que on est sous une résistance en fait importante, hein. La résistance des 1144, c'est une résistance importante et donc le marché n'arrive pas à la casser. C'est vrai que c'est important parce que s'il la casse, c'est qu'il nous envoie directement sur le prochain niveau de résistance qui que sont les 1206. Et donc pour l'instant sur l'or, les deux scénarios restent possibles. C'est-à-dire soit on passe ça et on va aller rechercher le haut du canal et ici grosse résistance les 1206, grosse résistance chartiste, haut du canal baissier. Donc là ça va être un vrai point dur. Donc de toute façon tous les achats qu'on peut être amené à faire dans le coin devraient trouver clôture ou grosse prise de bénéfice de toute façon sur ces seuils qui sont ici. D'accord. Maintenant le marché peut dévisser et aller chercher le cluster donc ici très puissant des 1000 grosso modo, et là s'il arrive sur les 1000, écoutez on sera en bas de canal baissier, on sera sur un niveau de support Fibonacci extrêmement important, c'est un support chartiste, donc pour le coup là je pense vraiment qu'il se passerait quelque chose de bullish dans la zone, d'accord. Mais pour le moment un support a été trouvé sur les 1074, c'est un support chartiste, c'est un niveau Fibonacci, et donc à voir comment il va se dépatouiller dans la zone en fait qui est ici, hein. Mais là vous êtes entre deux eaux, hein.
Donc c'est très difficile de chercher à se positionner, excusez-moi, sur l'or. Voilà, bah écoutez, j'ai dépassé le timing, donc je tiens à vous remercier, désolé pour ma voix, j'ai un rhume et un mal de gorge. Mais voilà, je vous remercie à tous et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. Si vous avez des petites questions à me poser, posez-les maintenant, j'y répondrai par chat et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, surtout une très belle semaine. À tous.